Chaque année, le 14 février, la fête des amoureux est célébrée sur des tonalités différentes. Il y a le style romantique traditionnel avec des bouquets de roses, dîner en tête-à-tête au restaurant. Et il y a justement les moins prévisibles, plus originaux, une escapade surprise ou encore un rendez-vous discret. Mais au-delà de son caractère injonctif, voire même conformiste, la Saint-Valentin suscite de plus en plus de la méfiance. On lui reproche son côté futile, voire même commercial. Du coup, la journée des amoureux se heurte parfois à un mur d'indifférence. La Saint-Valentin, utile ou futile, on fera le débat sur ce plateau avec les confrères. Et vous le savez, sans aucun doute, depuis janvier dernier, il est possible de procéder au paiement de la taxe sur véhicules à moteur via son téléphone mobile. C'est une mesure de simplification des procédures qui entend donc dynamiser le service de paiement à travers la digitalisation. Paiement de la TVM en ligne, quel avantage et quel risque pour le contribuable? Un invité sur ce plateau dans le dossier de la semaine. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Wikeco. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est parti pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeco. Le mix énergétique sera une réalité dans les jours à venir au Bénin. Une mesure d'allègement du coût des équipements solaires figure dans la loi des finances 2020. Quels seront les impacts de cette disposition pour les ménages et le Bénin tout entier? Les précisions dans ce reportage. Bonne nouvelle pour les consommateurs et les entrepreneurs du secteur de l'énergie au Bénin. Des mesures visant l'accélération de l'électrification du pays ont été prises par le gouvernement. En effet, la loi des finances 2020, en son article 14, stipule que les matériels et équipements de production de l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque, ainsi que les accessoires d'installation à l'exclusion des onduleurs importés ou acquis en République du Bénin sont en exonération des droits et taxes de douane et de la taxe sur valeur ajoutée. Non, je viens de l'apprendre avec vous. Déjà à notre niveau, quand on fait les investigations sur le marché, on voyait déjà que les coûts étaient déjà beaucoup trop. J'ai appris très récemment que cette décision avait été prise. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si le prix des équipements baisse et qu'il y a plus de demandes de la part des acheteurs, les professionnels seront obligés de devenir un peu plus compétitifs, quoi. Si la nouvelle réjouit les consommateurs, elle est encore plus appréciée du côté des entrepreneurs qui verront leur chiffre d'affaires grimper. Ce qui concerne l'énergie solaire, si je prends ce modèle dans les énergies renouvelables, il n'y aura plus la TVA par exemple, il n'y a plus la douane, donc les coûts de revient baissent, et ce qui fait que nous aurons plus de chiffre d'affaires. Ceux qui ont vendu avant à 100 unités, on va le vendre aujourd'hui autour de 110 unités. Vous voyez, c'est très important comme mesure, parce que la TVA déjà fait dans les 18%, la douane fait à peu près dans les 24%, donc en cumul, on fait une économie dans l'ordre de 35% à peu près. La mesure, déjà en vogue dans les pays sahéliens, depuis plusieurs années, va booster la construction de centrales et faire du Bénin un pays compétitif en matière d'investissement en énergie. Aujourd'hui, nous avons déjà l'avantage de la position stratégique et avec cette mesure exceptionnelle que le gouvernement a créée, nous allons doper les investissements de portance des projets. Nous allons construire des centrales, nous allons construire beaucoup de projets pour générer l'électricité, aider les populations et satisfaire les objectifs stratégiques du gouvernement en matière énergétique.
Cette disposition d'allègement fiscal au profit des ménages et des entreprises va non seulement faire accroître les acquisitions en matériel solaire, mais aussi stimuler le mix énergétique. Elle va aussi favoriser l'accès des populations des milieux isolés à l'énergie électrique de qualité. Vous résidez dans la commune d'Abomey-Calavi et vous désirez faire un tour au marché d'Antokpa. Les véhicules de transport en commun, communément appelés bus Tokpa, sont de plus en plus nombreux à vous proposer le service. Beaucoup de conducteurs de ces véhicules préfèrent s'arrêter en pleine circulation de façon tous azimuts pour prendre leurs clients, bafouant ainsi le code de la route. Un phénomène qui a suscité la curiosité de Perspective Tossa. Elle a cherché à comprendre les mobiles de cette situation. Voici son reportage. Il est 9h. Florian se lance pour son deuxième tour de la matinée. Apprenti Tokpa, c'est ainsi qu'il nomme sa formation. Et c'est son gagne-pain. Il maîtrise l'itinéraire. Départ Carrefour Missé-Saint-Eau, arrivée station Legba à Dantokpa. Florian fait preuve de zèle, car son revenu journalier en dépend. Je gagne 1500 francs par jour, 1000 francs ou même 800 des fois. Cela dépend du nombre de clients. Phare et feu arrière sont fonctionnels et pourtant, cela n'empêche pas Florian de se servir de son bras comme clignotant pour alerter les conducteurs de taxi-moto. Avec Seydou, le conducteur du bus, ils savent que les policiers sont en perpétuelle patrouille. Si les règles de conduite sont généralement respectées, tel n'est souvent pas le cas pour les arrêts bus. On n'a pas d'arrêt bus. De Soava à Goudron-Mouve, il n'y a aucun arrêt bus. En principe, on ne devrait pas s'arrêter, mais nous le faisons des fois pour prendre des clients avant que les policiers ne nous surprennent. Quand nous tombons dans leur maille, nous payons 25 000 francs au trésor, en plus des frais de fourrière. Ce que les autorités ont dit, ils nous ont donné certains arrêts bis pour nous, mais les arrêts bis qu'ils ont donnés là, vraiment ça ne nous arrange pas trop. Si ce que les policiers disent là, si tu vas respecter, sans vous mentir, on ne peut pas gagner. Dans sa tâche, la chasse au client définit la compétence. Le client est roi. Et cette règle est aussi valable pour les conducteurs de bus. Les conducteurs savent où ils doivent s'arrêter ou non. C'est nous qui insistons pour descendre où il ne faut pas. Si je veux descendre à l'entrée de ma rue et le chauffeur dit non, ça devient un problème. Nous sommes à Dantokpa. C'est la destination finale et c'est aussi ici que ces conducteurs de bus tombent souvent dans les mailles de la police pour le non-respect du code de la route. La police avertie procède à une fouille méthodique et minutieuse. En cas de manquement, les garants de la sécurité font des rappels à l'ordre. Les récalcitrants sont conduits au poste de police. Le 13 février de chaque année coïncide avec la journée mondiale de la radio. Autrefois analogique, la radio fait sa petite marche vers le numérique. Aujourd'hui, les différentes fréquences peuvent être captées sur les smartphones, tablettes numériques, téléphones portables et bien d'autres appareils numériques. Plusieurs radios fournissent des efforts pour se maintenir au diapason de la concurrence aujourd'hui annoncée par le numérique. Gloria Oni, Edwige Agosso. Elle s'adapte au changement du numérique. La radio jadis, captée uniquement par fréquence, se révolutionne et peut être captée à travers un signal numérique. On est obligé d'évoluer avec la technologie. Évoluer comment? Avant, on faisait nos productions, on allait en reportage, on traitait les informations qu'on diffusait simplement. Mais aujourd'hui, on a la capacité
au-delà de la simple diffusion sur ce qu'est le média traditionnel, aller maintenant sur notre site et faire diffuser ce que nous avons diffusé sur la radio normalement. Et donc, celui qui n'a pas suivi aujourd'hui, peut-être à 13h le journal, peut à 19h, à 20h, à 21h suivre encore ce qui s'est passé à 13h. Elle s'efforce pour revigorer l'intérêt des jeunes générations et des personnes de toutes catégories. C'est le contenu, de faire le travail et pour permettre à la radio, malgré les réseaux sociaux, les médias sociaux et tout le reste là, de permettre à la radio nationale de marquer quand même son territoire et de garder son public là. Et c'est ça. Et tout ceci doit être fait à travers des émissions et qui doivent être positionnées sur les différentes plateformes aussi. Les radios jouent un rôle fondamental d'information de proximité, d'éducation populaire et de culture sur les territoires. Produire des émissions qui prennent en compte les besoins du public. Parce que qui dit numérique dit concurrence davantage, parce qu'il y a encore plus de concurrence. Et là, il faut tenir compte de ces réalités-là et produire des émissions, des magazines. Bref, le contenu doit vraiment attirer le public. Et c'est ça surtout. Là, il y a quand même un personnel qui a compris l'enjeu, un personnel dynamique qui a compris l'enjeu et qui, tous les jours, y travaille. Et donc la direction aussi, de concert avec l'ensemble du personnel de la rédaction et des autres démembrements de la radio, s'accorde quand même à rester dans ce temps-là, à rester dans ce mouvement du numérique. La radio se veut un média toujours crédible avec une meilleure qualité sonore et une meilleure réception. Son passage à la RNT, radio numérique terrestre, est nécessaire pour l'atteinte de ses objectifs. Il y a certains qu'on appelle les rouleurs. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, c'est aussi un jour de fête pour célébrer l'amitié, l'amour et le mariage. Le 14 février est également une fête pour ceux qui recherchent l'âme sœur. Si plusieurs personnes considèrent la fête de la Saint-Valentin comme une fête commerciale, d'autres marquent pourtant l'événement en y consacrant un budget. Doit-on prévoir donc une cagnotte pour le 14 février? Nous avons posé la question à quelques cotonnoirs rencontrés par Patrick Adjagboudjou. Des cœurs, des fleurs, des bouquets de roses rouges et des nuisettes pour une belle soirée en couple ce 14 février. Nous sommes au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Il flotte dans l'air un parfum de Saint-Valentin. Ici, peu de romantiques veulent célébrer la Saint-Valentin. Pour cause, pas de budget prévu pour la fête des amoureux. Moi, je n'ai pas fait un budget pour le 14 février. Il faut avoir les moyens avant de le faire. Peut-être d'autres ont fait, mais moi, je n'ai pas fait. Pour le 14 février, je n'ai rien prévu pour mon chéri. Moi, je n'ai aucun budget pour le 14 février. C'est le jour de l'anniversaire de Valentin. Hein? Et s'il y a un Valentin qui a rencontré une femme qui s'appelle Valentine, c'est leur jour d'anniversaire. Mon jour de fête d'amour, c'est le jour l'Éternel Dieu m'a donné la grâce de rencontrer mon épouse. Esther, par contre, veut faire de ce 14 février un moment inoubliable pour quelqu'un qu'elle aime. Elle y va en fonction de sa bourse. Pour la fête de Saint-Valentin, je pense que il faut un petit budget, mais ce n'est pas nécessaire, hein, mais je pense qu'il le faut. J'ai prévu au moins 5 000. Pour offrir un collier à ma mère. Estelle, quant à elle, veut passer son 14 février en tête-à-tête amoureux. Au menu, un dîner romantique qui doit être des plus exquis. À mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc j'ai décidé de faire mon propre coffret. Il y a un parfum, du vin, du chocolat et une petite carte, plus un petit bouquet de fleurs. Elle peut emporter son coffret qui ne lui a pas coûté trop cher. En voulant quitter la maison, j'ai prévu maximum 15 000
Mais je suis venue à ma grande surprise, même avec 10 000 francs, on peut faire son propre coffret. J'ai vu des choses même qui sont à 500 francs. À partir de 500 francs, vous pouvez payer quelque chose pour votre Valentin ou bien votre Valentine. Vu que le 14 février symbolise l'amour pour tout le monde entier, donc il faut le symboliser aussi chez soi. Le 14 février, un mot est sur toutes les lèvres, l'amour. Et nul ne tarit d'attention pour le témoigner à son âme sœur. En couple ou en famille, l'expression de l'amour reste le symbole du vivre ensemble et de la vie à deux. Et ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Wikeko continue avec Ulbaïs Balogun. À votre suite, Rodrigue Babagbeto s'installe pour la revue de presse économique. Bienvenue sur la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour. De quoi nous informent les canards cette semaine? Démarrons d'abord par cette fraude à l'École nationale supérieure des sciences et techniques agronomiques de Djougou, rapportée par le Conseil des ministres ce mercredi. Le Télégramme s'y intéresse et titre « Près de 10 millions de francs CFA de frais de scolarité détournés ». Dans ces colonnes, le journal informe qu'au total, près de 8 500 000 francs CFA sont partis, soit 4 550 000 par le chef division de la scolarité et près de 3 950 000 francs par le comptable de l'école au moment des faits. Quel a été le modus operandi? Le journal rapporte que les intéressés ont usé de plusieurs manœuvres, dont la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque et des pressions exercées sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation. Décision du gouvernement, l'élaboration du manuel de procédure financière et comptable type applicable dans tous les ministères et institutions de l'État. Et puis avant ce Conseil des ministres, la capitale ivoirienne est le théâtre de discussions sur les évolutions, obstacles et opportunités les plus notables sur le marché financier de l'UEMOA. Une rencontre régionale dont ne manque pas de traiter la priorité. D'après le quotidien, le ministre béninois des Finances présent a insisté sur l'intérêt et l'urgence d'agir pour diversifier et dynamiser le marché des capitaux de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le quotidien La Nation s'intéresse également à cette actualité et titre « Développement des marchés financiers, des experts en quête de choix stratégiques et de nouveaux modèles ». Dans ces colonnes, le journal de service public rapporte un jugement du président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Romuald Wadagni, pour qui il est essentiel d'adopter des politiques communautaires structurelles visant à améliorer la compétitivité et l'inclusivité de la croissance pour réduire la vulnérabilité aux chocs extérieurs, constituer des coussins d'amortissement, stimuler une croissance tirée par le secteur privé et pérenniser sa dynamique. Des suggestions qui sont déjà prises en compte puisque les experts de l'UEMOA réfléchissent pour dynamiser les ports. Le trafic en parle et renseigne sur les obstacles à l'amélioration du transport maritime dans l'espace UEMOA. Ce sont la modernisation des infrastructures, la lenteur dans les procédures, le coût excessif des transports et prestations portuaires, les mauvaises conditions de desserte vers les pays de l'Interland et la faible productivité des entreprises. L'objectif de cette rencontre du comité consultatif sur les transports maritimes reste la mise en place des dispositions tendant à rendre opérationnels les fonds nationaux et le fonds régional nécessaires pour assurer le développement du sous-secteur maritime, fluvial et lagunaire d'une part et d'autre part à renforcer la performance des administrations maritimes et des communautés portuaires. Pour finir, un mot sur le coronavirus. Loin des contagions, quelles peuvent bien être les conséquences de cette épidémie du point de vue économique? L'économiste se questionne et mentionne que le coronavirus va peser sur la croissance des économies. D'après le journal, 2020 devrait être l'année du rebond économique des économies émergentes dont la majorité dépend des exportations de matières premières. Entre le confinement imposé par la Chine pour limiter la propagation du coronavirus et l'accord commercial sino-américain qui favorise l'importation par la Chine de produits américains, les émergents vont au contraire subir ces effets de plein fouet. Les économies émergentes qui tablaient sur un rebond de la croissance mondiale cet été pour se remettre en selle pourraient bien être les premières victimes de l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine.
l'un de leurs principaux marchés. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles informations. D'une rubrique à une autre, on installe le plateau décryptage. Et je le disais à l'entame de cette émission, elle est devenue ce qu'il y a de plus conformiste. La fête de Saint-Valentin, cette fête des amoureux, est devenue ringarde, voire trop commerciale. Et pour certains, c'est même stigmatisante pour les célibataires. On en parle sur ce plateau avec deux confrères, Kalebi Soledji, directeur de publication du journal Partners News. Bonjour Kalebi. Oui, bonjour Ilvaïus. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et ça n'arrive pas tous les dimanches. On reçoit aujourd'hui une dame. Elle s'appelle Rafiatou Mamadou, rédactrice en chef de Radio Océan. Bonjour. Bonjour Ivarus, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. Alors, Rafiatou, le 14 février, dites-nous, mettez-nous dans la confidence. Qu'avez-vous offert à votre conjoint? Le 14 février, je lui ai fait une bise très tôt le matin. Et puis, chacun a vaqué à ses occupations. Et plus rien? Plus rien. Le soir, c'est-à-dire le cours de vie a continué. Rien de spécial, rien de nouveau. De petits messages sensuels durant la journée, oui, il y a des fleurs qui circulent sur la toile. Donc, chacun faisait ce qu'il pouvait, n'est-ce pas, pour être présent dans le cœur de son partenaire. Donc, je l'ai fait, il l'a fait. Et puis, bon, la fête est passée sans tabou. Sans tabou. Ah, Kalebi, la même question s'adresse à vous. Je crois que, personnellement, moi, je ne suis pas trop fan de la Saint-Valentin. Ah, d'accord. C'est un jour comme un autre. Bon, allez, c'est passé un peu comme ça. Donc, pour vous, il n'y a pas de célébration particulière Non, pas de célébration particulière, puisque bon, la vie à deux, ce n'est pas le 14 qu'il faut attendre pour faire un geste particulier. J'avoue que moi, personnellement, je fais tout pour ne pas rater des occasions, pour qu'il y ait plus de collaboration, pour qu'il y ait plus d'intimité. Donc, je n'attends pas toujours le 14 février. Rafiatou, a-t-on besoin, lui, il n'attend pas le 14 février, a-t-on besoin d'un jour spécial pour fêter l'amour? Le couple pourrait choisir un jour spécial s'il le faut, mais dire qu'un jour spécial est choisi de façon unanime pour commémorer l'amour, moi je ne pense pas que c'est trop utile. Toutefois, ce n'est pas exclu de commémorer de façon particulière l'amour ce jour-là, si on a le temps. Si on a le temps, et si on peut se sacrifier pour mettre de façon particulière les efforts ensemble. Ce serait peut-être le jour de se réaffirmer l'amour, puisque on a des jours, on fête la fête des mères, il y a la fête des pères, il y a ci, il y a ça. Donc un jour spécial pour redémarrer l'amour, pour relancer l'amour, pour fructifier l'amour, ma foi, n'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Pas mauvais. Oui, mais il y a certains qui attendent que le 14 pour affirmer leur amour. Le reste du temps de l'année, bon, ils font rien de spécial. Eh bien là, ils se mentent parce que, comme on a toujours entendu dire au cours de cette année particulièrement, l'amour se vit, l'amour se célèbre, l'amour se manifeste tous les jours. Je viens de dire tantôt, dès qu'on a l'opportunité de prouver à son partenaire que nous le portons dans le cœur, que nous l'aimons, il faut le faire. On n'a pas besoin d'attendre un jour particulier. Certes, si on a... ce n'est pas exclu. Oui. J'ai dit que ce n'est pas utile, mais ce n'est pas aussi exclu. Ça, oui. Mais ceux qui attendent ce jour-là pour se dire, pour s'amuser, là, ils ne vivent pas l'amour. Ils ne vivent pas l'amour. Ils s'amusent, quoi. S'il faut attendre le 14 février pour dire je t'aime à sa chérie, je t'aime à son chéri, là, c'est de l'amusement. Oui. Là, vous mentez, c'est-à-dire l'autre sait que tu lui mens, toi-même, tu sais que je te mens. Donc là, ce n'est pas l'amour. Alors, Kalebi, je suis sûr que vous serez d'avis avec moi que, comme beaucoup d'autres hommes, que cette fête de Saint-Valentin, c'est un piège pour les hommes.
Je ne serais pas totalement d'avis. Pourquoi oui, pas pour les hommes aussi, ben, pour certaines femmes. Oui, bien sûr, parce que bon, je nous dis aujourd'hui 3 jours ou 2 jours se sont passés déjà après le 14, mais imaginez un peu le nombre de pilules du lendemain qui ont été à payer déjà dans les pharmacies. Combien déjà? Non, je nous dis, imaginons un peu. Voyez un peu. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement le piège pour l'homme. Peut-être pour l'homme, oui, financièrement. Pour l'homme, oui, financièrement. Pour ceux-là qui se campent à la chose et qui veulent nécessairement prouver le jour-là que oui, je te porte dans mon cœur. Pour cela, pour le factuel, on essaie d'apporter un cadeau. Non, personnellement, moi, je ne suis pas du genre. Certes, bon, c'est bien de le faire. Pour ceux qui trouvent que célébrer l'amour le 14, oui. Encore que moi, je considère plus le 14 février comme la fête de l'amoureux que la fête de l'amour. Oui. La différence que je fais là, simplement, c'est quoi? L'amour, on peut manifester l'amour, par exemple, à son père, à sa mère. Mais allez, je ne vois personne qui se dirait amoureuse peut-être de son père ou quelque chose du genre. Non. Donc, le 14 février, bon, pour ceux qui le veulent, oui, c'est bien de le faire. Mais moi, personnellement, je me dis, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Et tous les jours en ce sens où si vous revenez peut-être le 13 février, que bon, peut-être il y a engueulade à la maison, le 14 février, vous fêtez ça comment? Alors que si vous avez déjà pris l'habitude, tous les jours, c'est bien. Si bon, allez, il y a un problème, on le règle déjà, on a trouvé déjà le moyen de se pardonner à deux. Donc, moi, personnellement... Ce n'est pas le 14 qu'il faut... Pas du tout, non, puisque la vie à deux, ce n'est pas le 14 qu'il faut attendre pour vraiment vivre à deux, non. Encore que si c'est juste ce 14-là, c'est un peu comme l'a dit la conseil, c'est qu'on se ment. On sait réellement que, bon, demain, on va reprendre notre train avec tout ce qu'il y a dedans, mais ce jour-là, on essaie de faire semblant. Non. Mieux vaut être vrai tout le temps que de paraître juste ce 14. Oui, faire semblant, c'est parfois le propre des hommes, de faire semblant. L'hypocrisie, elle est humaine. C'est vous qui le dites. Hein? En amour, on n'est pas hypocrite. On n'est pas hypocrite. En amour, vous aimez ou vous n'aimez pas. On ne fait pas semblant d'aimer. Mais que dites-vous de ces couples qui se forment aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des couples amoureux, des couples qui se forment parce que la conjointe est tombée enceinte alors qu'on était encore en amitié? On se retrouve obligé aujourd'hui de se mettre en couple. Il n'y a pas forcément l'amour dans son sens le plus intrinsèque. De toute façon, le premier jour qu'ils se sont rencontrés, il y a eu quelque chose qui était dans les cœurs. L'homme qui voit la femme à la première vue et qui l'intéresse, c'est qu'il a un sentiment. Il a forcément flashé. Et la femme qui accepte, c'est que celui-ci la convient et il accepte ça. Maintenant, peut-être on va dire qu'ils ne se sont pas entendus sur des bases données. Ils ne se sont pas fixés des choses pour pouvoir vivre ensemble et un accident survient. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais vécu l'amour. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se sont jamais aimés. Vous savez que souvent dans ces couples-là, c'est l'engueulade tout le temps. Non, ben ça dépend. Ça ne peut pas être de l'engueulage tout le temps, non. Alors, l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui impose une vie commune. Ce n'est pas l'enfant qui devrait imposer une vie commune. Mais si on n'a pas eu le temps de se marier de façon légale, et puis l'enfant vient, et déjà on s'aime, on vit ensemble. Ça a une vie ensemble, une vie de couple, c'est une vie concertante. D'accord. Et on apprend chaque jour à s'aimer. On l'apprend chaque jour. Et puis, Kalebi a dit une chose très intéressante, c'est que il y a souvent les pilules du lendemain qui pilulent. C'est au niveau de la jeune génération, ça c'est au niveau de la jeunesse. Justement, c'est au niveau de la jeunesse. Parlons justement de cette jeune génération. Le 14 février prend des allures de dépravation aujourd'hui. Moi, je dirais plutôt qu'il faut sensibiliser ces jeunes-là au quotidien. Déjà, à l'approche de cette fête, je crois que les médias, cette année, ont été vraiment... ils se sont accentués sur la question. On a pu faire ce qu'on pouvait. Et puis, les parents aussi ont un très grand rôle à jouer dans ce truc-là. Parce qu'un enfant qui est sous ma responsabilité... et ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi au dehors. Et mieux, un jour où on dit qu'on célèbre l'amour. Il peut avoir un ami. Ma fille peut avoir une amie que je connais. Et ce jour-là, de façon symbolique, ils peuvent rester ensemble. Mais à la lueur où vont les choses, si nous, on ne se lève pas, si on ne sensibilise pas les enfants, si les parents ne prennent pas leurs responsabilités,
les années qui vont venir, on ne pourra pas parler. On ne pourra pas parler. Les enfants n'entendent pas très souvent ce que les parents disent, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est très difficile de contrôler ces enfants. Et en un 14 février, encore plus difficile. Je reviens un peu plus sur ma position de départ pour dire, si tel est qu'on ne doit pas vivre l'amour le 14 février, c'est qu'on ne doit pas on ne doit pas attendre la veille du 14 février pour sensibiliser son enfant sur sur les dérives, par exemple, de ce jour-là. Je me dis, c'est aussi vrai que vous voyez un enfant qui n'a jamais entendu peut-être sa maman dire « je t'aime » ou son papa dit « je t'aime ». Quand un jeune garçon lui dit « je t'aime », on comprend naturellement que cette fille-là ou cette adolescente va apporter plus de l'intérêt à ces propos-là. Mais si tous les matins tu dis « ah bonjour ma chérie, comment ça va, tu vas bien, je t'aime ». Et puis c'est même une sorte de routine. L'enfant est habitué à certaines choses. Plus rien, je ne dirais pas plus rien, mais au moins cette fille, cette adolescente est plus prémunie contre les dérives là. Et aussi les médias le font. Mais je dis, il faut noter une chose, le foyer ou du moins les enfants ne sont pas à la charge ni de l'État, ni du système éducatif. La preuve, vous n'allez voir une ligne de cours à l'école qui parlera de la Saint-Valentin. Mais les conséquences de ce jour-là, s'il y a des dérives, c'est principalement pour les parents d'abord. Parce qu'une adolescente qui tombe enceinte, c'est à la charge de papa, c'est à la charge de maman. Donc je dis, au-delà de tout, ce sera alors le parent, c'est-à-dire le père et la mère qui doivent former une éducation, non seulement sexuelle, mais une éducation de vie pour l'enfant. Et en cela, il ne faudrait pas attendre peut-être la veille de 14 pour dire à son enfant, ah non, il y a telle chose. En cela aussi, je vais soulever un point de la fête du 14 de la fête de Saint-Valentin, où c'est la sécularisation de cette fête qui a entraîné une certaine forme de dépravation. Parce que si on voit un peu la genèse, c'est-à-dire on veut honorer les saints, ceux qui ont travaillé sur l'amour, mais aujourd'hui, la démission de l'Église, dans ce sens, a fait que... Est-ce une démission de l'Église? N'est-ce pas parce que la société s'est accaparée de la chose? Non, mais pas vraiment. Si aujourd'hui, on voit déjà à la base que l'Église catholique aujourd'hui ne considère plus la Saint-Valentin comme une fête religieuse, c'est-à-dire qu'on a laissé alors le 14 février pour la société. Oui, mais tous les jours, il y a une fête pour l'Église. Il y a des saints tous les jours. Non, je n'en disconfie pas. Nous parlons du 14. Pourquoi est-ce que l'Église devrait s'intéresser au 14 particulièrement? Mais ce que je dis, c'est quoi? Si pour l'État, la fête n'est pas institutionnalisée, ce qui veut dire que pour l'État béninois, le 14 février n'a aucun sens. Si pour l'école, l'éducation, le 14 février n'en parle pas. Alors il reste quoi? Il reste quelle structure? La famille. Il reste le foyer et il reste aussi cette structure d'éducation que demeure toujours l'Église. C'est en cela que je dis, nous pouvons demander alors, je ne sais pas... non, je ne parle pas de chrétien. Quand je parle de la religion, peut-être de la tradition aussi, où on peut alors, puisque le 14 février, si on voit déjà depuis la Genèse, on parle de Saint-Valentin. La notion de saint vient de quoi? Vient de l'Église catholique. Donc, en ce sens, on peut alors dire que, que cette structure éducative puisse reprendre un peu les rênes, non pas pour... revenir à la base, mais essayer de changer le cours de la chose en donnant plus de valeur, en insistant plus sur les valeurs humaines. On va aborder l'aspect aujourd'hui. Cette fête de Saint-Valentin, on l'a remarqué, elle rime très souvent avec le commerce. Je l'ai dit, aujourd'hui c'est beaucoup plus une fête lucrative qu'une fête de l'amour, comme dans son sens intrinsèque. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que la Saint-Valentin rime aujourd'hui avec le commerce? Je répondrai peut-être à travers une phrase pour dire il n'y a pas de l'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bref, pour le dire ainsi, pour dire, quand on aime quelqu'un, on ne peut le dire qu'à travers des preuves. C'est un peu comme si on est dans le couple pour prouver mon amour. Je dis, quand je me réveille le matin, ça peut être 2 bis, ça peut être bonjour ma chérie. C'est rien que des preuves, des gestes qui prouvent vraiment l'amour. Et c'est en ce sens que se justifie d'emblée cette commercialisation maintenant qui s'installe autour de la chose. Parce qu'on ne peut pas fêter la Saint-Valentin, même si c'est juste un mot qu'on veut offrir, si c'est juste une petite carte, on voudra que ce soit la plus belle. La plus belle carte, on ira peut-être, je ne sais pas, à la librairie pour le prendre. Et donc c'est en cela que les autres se positionnent sur ce besoin-là, sur cette envie d'exprimer son envie. Et puis voilà le commerce. L'amour ne se traduit que par des actes. Dit Kalevi, allez-y. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, l'amour ne se traduit que par les actes, parce que on dit souvent, je t'offre mon cœur, est-ce que celui à qui on offre le cœur voit le cœur?
renvoie par le cœur. Donc il y a les actes que nous posons qui puissent nous convaincre de ce que celui-ci m'aime vraiment, de ce que celle-ci m'aime vraiment, et qui il n'y a que ces actes-là qui puissent consolider également les liens, parce qu'on se dit, je suis dans sa vie, il est dans ma vie, il m'a donné quelque chose, même s'il est absent, je vois la chose et je sais qu'il est là. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas quand même mauvais. Mais est-ce une raison pour qu'aujourd'hui, on nous inonde avec, je ne sais pas, c'est carrément une agression visuelle? Non, mais on n'a pas le choix. Les autres font leur commerce. Ouais. C'est un commerce qu'ils font. Et puis, le commerçant, il va là où il y a le besoin. On sait que ce jour-là, des gens viendront vers nous, donc on fait tout pour avoir ce qu'il faut. Il ne faudrait pas que le client vienne et qu'il soit dépourvu de ce qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche. Donc, on ne va pas en vouloir aux commerçants, d'accord? Ils font leur business. Est-ce qu'il ne faut pas réguler un peu ce business? Je crois Parce que le business, ça va être régulé. Ça va être régulé, c'est sûr que l'État fera quelque chose tel que la commercialisation des tissus entrant dans le cadre de la fête de la femme est interdite. Je crois que de ce côté également, l'État fera quelque chose parce que, comme vous le dites, on est submergé par ces choses-là. On se demande d'où sortent-ils. D'où sortent-ils ces choses-là? Et même quand vous n'avez pas prévu acheter, ils vous obligent, le simple fait de voir la publicité. Vous êtes tentés, mais on ne va pas leur en vouloir. Il n'y a que l'État qui puisse réguler cela. Alors, à votre avis, on va finir là-dessus, est-ce que la Saint-Valentin est une fête à perpétuer ou à bannir? Il faut la perpétuer, mais en la réglementant. D'accord? Il faut réglementer la chose, il faut donner à la fête son sens propre. Il faut donner à la chose son sens qu'il faut. Parce que l'amour, c'est au quotidien, comme on l'a dit. Mais choisir un jour pour célébrer l'amour, ce n'est pas un mal. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste savoir le faire. Et moi, je profite pour parler aux grandes personnes, aux grands couples, aux couples qui ont eu des années à vivre ensemble. C'est le moment pour ces couples-là de donner les exemples à la jeune génération, comment il faut se comporter et puis sensibiliser d'une manière ou d'une autre pour que cette fête ne soit pas conduite telle que nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Moi, je dirais juste qu'on n'a pas cette possibilité d'abord d'arrêter la fête, d'arrêter la Saint-Valentin. Parce que comme ce n'est pas une fête institutionnelle, je ne vois pas comment l'État peut dire, bon, on ne fête plus le 14, la fête de Saint-Valentin. Peut-être en rasant tous les commerces qui autour de la fête. Non, mais même si on rase les commerces, on ne va pas interdire à quelqu'un d'envoyer juste une image de fleurs ou peut-être d'aller prendre des bouquets de fleurs. Et là aussi, ça oblige à prendre des unités et donc pas conséquent. On est toujours dans le commerce. On est toujours dans le commerce. Juste ce que moi, je dirais, ou du moins ce que je vais déplorer un peu, c'est cette absence de l'artisanat béninois dans le commerce du Saint-Valentin. Moi, j'ai fait un peu le tour de ces endroits où on commercialise des objets entrant dans ce cadre-là. Mais vous voyez que c'est des trucs venus de l'extérieur. Mais pourquoi ne pas essayer à nos artisans même? J'ai même fait un truc, quand vous prenez au niveau du CPA, vous voyez que même les stands qui sont là, c'est-à-dire c'est des objets qu'on a fait venir de l'extérieur et qu'on veut écouler par l'occasion. Pourquoi ne pas imaginer des choses, pourquoi ne pas créer des objets qui font que, bon, on se sent chez nous, des choses qui ont trait à l'amour. Notre identité. Oui, mais fait par nous-mêmes. Ça nous permettrait nous-mêmes de capter plus de revenus sur cette fête-là. Moi, je dis, je ne suis pas partisan, mais je ne suis pas aussi pour qu'on puisse supprimer cette fête, parce que je ne vois pas comment est-ce que cela pourrait se faire. Et donc, vous ne voyez pas comment cela pourrait se faire. Il faut peut-être laisser la fête continuer tranquillement. Il faut toujours laisser la fête se continuer, continuer en demandant... Afiatou a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser, de revoir la façon de... Eh bien, oui, c'est sur ça. Je viens en demandant aux parents d'abord d'éduquer plus les enfants par rapport à cette fête. En demandant, je vais revenir peut-être dessus, en disant, quand je dis église, c'est peut-être exclusif, oui, peut-être pour ceux qui ne sont pas... L'église a un rôle à jouer. Oui, l'église, non pas seulement l'église, mais toute structure à visée éducative. Plus, alors, qui organise également des choses pour la Saint-Valentin. Bien sûr, c'est ce que je demande en fait. Ce n'est pas ne pas organiser, mais organiser sur des valeurs. Quand on organise la Saint-Valentin pour
partager les valeurs de fidélité dans le couple, mais je dis c'est bien. Mais quand par exemple c'est deux jeunes, peut-être deux adolescents qui vont se retrouver dans un coin pour faire du n'importe quoi, et c'est les parents qui vont alors créer ces charges. En cela, nous disons que les parents puissent prendre en charge l'éducation et que les structures qui ont à charge l'éducation puissent alors accentuer leur formation dans ce sens. Merci à vous, chers confrères. Moi, je dirais qu'il faudrait une éducation sexuelle désormais dans nos établissements pour permettre également aux enfants, dès le bas âge, de mieux appréhender les conséquences des actes qu'ils pourraient poser sur le plan sexuel. Merci, Kalebi Solédi. Je vous en prie. On a fini le plateau, Kalebi. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Partners News. Merci d'être passé ce matin. Je vous en prie. À côté de vous, il y avait Rafiatou Mamadou, rédactrice en chef de Radio Océan. Merci d'être passé. C'est moi. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Et nous, on reste ici et on installe le plateau dossier de la semaine. C'est une innovation numérique qui entre dans le cadre de la digitalisation des services des impôts. Le paiement via mobile de la TVM entendait taxes sur véhicules à moteur. Comment fonctionne ce système et quels sont les potentiels risques que courent les usagers en utilisant cette plateforme? On en parle tout de suite. Avant, suivons cet élément témoin. Et tu as compris, j'ai bien compris. La TVM, c'est une très belle réforme. Seulement qu'une OCA nous indiquait, quand tu payes, il faut venir retirer un papier. Et quand tu es en circulation, les policiers t'arrêtent, tu puisses leur montrer le papier. J'espère que payer par Momo veut dire qu'il y a un accusé de réception, veut dire qu'il y a un dispositif pour au moins informer les organes de contrôle de la TVM de ce que vous êtes à jour. Donc ils doivent avoir une liste. Et même si on vous arrête, celui qui vous arrête doit contrôler au moins une liste comme quoi vous êtes à jour ou pas. Il faudrait que la direction des impôts y pense très vite. Nous nous sommes demandés, nous nous sommes posé cette question. Parce qu'en avant, pas mon balmanet. Peut-être que j'aurai l'accusé de réception sur mon portable. Mais et après, le policier ne cherchera pas toujours à lire ça. Hein. Ou bien je n'aurai peut-être toujours pas le portable dans ma poche. Donc il y a ce plan qui se pose. Comment faire pour régler? Ils n'ont qu'à penser à ça. Il ne faut pas retourner après là-bas, faire le rang maintenant pour retirer le reçu. Ça, c'est un problème. Ça dit que le même problème revient. Moi, j'ai été victime pour payer. J'étais obligé d'aller jusqu'à Alada, alors que je réside à Cotonou. Parce qu'il y avait une file vraiment interminable. Donc ça, là, maintenant, je reste dans ma chambre, même à minuit, je peux déjà le faire. Et je peux faire économie sur mon compte pour faire. Au lieu d'aller chercher les 49 500 que je paye d'habitude, je peux, en faisant des économies, 10 000, un jour le faire. Ouais, c'est très pratique. Elle est salutaire. Elle est salutaire, je crois que c'est ce que nous autres contribuables, nous voulons. Moins de tracasseries et pour mieux gagner le temps aussi. La distance peut-être quitter chez moi, je suis à Atropocodi, si je dois quitter Atropocodi pour aller peut-être à la direction des impôts, je vais prendre du carburant sûrement dans le véhicule. Mais si je dois rester chez moi et activer et faire, je crois que c'est salutaire. Maintenant, il y a toujours les moyens conventionnels de poursuivre le contrôle. Et j'espère que cela ne veut pas dire qu'on supprime le guichet qui existe ou celui qui n'a pas accès à la technologie peut aussi aller payer directement comme cela se faisait. Donc il ne faudrait pas que le service du numérique, du paiement numérique, supprime le service de paiement conventionnel qui existait, où le citoyen qui n'est pas, disons, moderne, comme on le dit, puisse être pénalisé. Et voilà le sujet. Notre invité, celui qui va mieux nous éclairer sur ce plateau, sur justement les subtilités du paiement de la TVM via mobile, c'est le chef service développement et base de données à la Direction générale des impôts, Orens Akakpo. Bonjour, monsieur Akakpo. Bonjour, monsieur. Merci de nous honorer de votre présence. Merci pour l'invitation. Et sur ce plateau, avec moi pour conduire cet entretien, Patrick Adjaboudjou. Bonjour, Patrick. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Chers téléspectateurs de l'émission Wikeko, bonjour. En dossier de la semaine, nous parlerons de la TVM, qui veut dire taxe sur les véhicules à moteur. TVM et ses avantages et de sa pertinence. Pertinence parce que désormais, vous pouvez payer votre TVM via votre téléphone portable de partout où vous vous trouvez au Bénin. Bonjour, monsieur Orens Akakpo. Bonjour, monsieur Patrick.
D'entrée, rafraîchissons la mémoire à ceux qui ne savent pas peut-être ce qu'on n'entend pas la TVM. Merci beaucoup. La TVM, c'est-à-dire la taxe sur les véhicules à moteur, c'est une taxe annuelle due par les propriétaires des véhicules à moteur d'au moins 3 roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport public ou privé des personnes, des marchandises. Donc, pour aller plus en détail, ces propriétés de véhicules d'au moins 3 roues ou plus, payent combien? Payent par catégorie? Oui, parce que la tarification et la taxification varie suivant l'usage qui est fait du véhicule. Oui, et c'est par rapport à ça qu'il y a une grille construite en fonction de la puissance fiscale ou du nombre de places ou bien du poids. Vous dites à partir de 3 roues, ça veut dire que les tricycles... Les tricycles sont concernés. Oui. Mais pourquoi pas les 2 roues? Pourquoi les 2 roues ne sont pas concernés? Non, la loi n'a pas encore prévu ça. La loi n'a pas encore prévu ça. Oui. Merci bien. Où se trouvent aujourd'hui les avantages de payer cette TVM via son téléphone portable tout en utilisant les services de transfert d'argent des opérateurs GSM? Merci beaucoup. Je crois que dès l'instauration de la TVM, nous avons constaté l'engouement des contribuables pour le paiement. Mais dans le même temps, on est confronté aux longues files d'attente, voilà, vu le nombre de contribuables qui voulaient payer cette taxe-là. Donc la direction a réfléchi dans le sens d'alléger la tâche aux contribuables tout en leur permettant de rester chez eux et de payer la TVM où ils sont. Très bien. Voilà. Au-delà de rester chez soi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages? Effectivement, il y a plein d'avantages. Qui dit digitalisation dit efficacité, la traçabilité, la rapidité. Voilà. Donc, lorsque tu payes ta TVM via l'application mobile ou bien via l'USSD, tu es sûr que l'information est centralisée et est à la disposition de la Direction générale des impôts. Mais qui dit digitalisation dit aussi cyberattaque, dit aussi arnaque. Il y a des risques. Merci beaucoup. C'est très pertinent votre préoccupation. La Direction générale des impôts ne gère pas que la TVM. Il y a le e-service, il y a d'autres services que nous offrons en ligne. Et conscient de cela, les dispositions nécessaires de sécurité sont prises pour pouvoir aller à l'encontre de ces genres d'attaques. Dites-nous, quelles preuves les services de contrôle de la DGI disposent aujourd'hui pour savoir que la TVM est payée par les contribuables? Alors, c'est une digitalisation de bout en bout. Il n'y a pas une partie manuelle de la chose. Pourquoi je dis ça? Il y a des contribuables qui sont inquiets de la preuve de paiement. Tout à fait. Effectivement. Donc, je veux profiter pour les rassurer que nous avons une base centralisée. Si tu payes, c'est que la première preuve de paiement, c'est le SMS que vous recevez sur votre téléphone. Ce n'est pas les GSM, les opérateurs GSM, les partenaires qui envoient les SMS là, mais ça provient directement de la Direction générale des impôts. Ok. Voilà. Donc les SMS reçus, si vous faites attention, vous allez voir que c'est la Direction générale des impôts qui vous a envoyé ce message-là pour vous rassurer que vos fonds sont rentrés effectivement dans les caisses de l'État. Très bien. Voilà. Et les contribuables qui payent leur TVM, doivent-ils se contenter de ce simple message pour s'assurer qu'ils ont accompli leur devoir citoyen? Bien sûr. Je vais aussi dire que pendant les contrôles, c'est que nous avons un module de contrôle qui sera déployé sur les smartphones, les téléphones portables des inspecteurs et que sur place, sur le terrain, on pourra faire la vérification tout en entrant simplement
le numéro d'immatriculation du véhicule. Donc, le contribuable n'aura plus besoin d'exhiber une quittance autre là, non. Et il n'aura pas besoin d'exhiber non plus le message. Non, pas du parce tout. Parce que l'inspecteur des impôts a déjà son nom dans une base de données. Exactement, parce que c'est nous qui envoyons l'information. Donc l'information est déjà dans notre base et avec le numéro d'immatriculation, nous pouvons savoir s'il a payé ou pas. Très bien. Nous savons aussi que la taxe est acquittée au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année au guichet de la recette des impôts compétente sur présentation du livret de bord du véhicule. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la numérisation du paiement de cette taxe, l'échéance est toujours la même? L'échéance demeure la même. La digitalisation, la numérisation ne signifie pas le changement en matière de procédure. Non. Vous devez vous acquitter de cette obligation au plus grand tard le 31 mars et au-delà de ça, vous tombez sous le coup de la pénalité et d'autres sanctions. Et à partir de ce moment, quand je suis sous le coup de la pénalité, je peux toujours payer en ligne avec les pénalités ou là, il faudra que je passe à la DGI? Non, la liquidation tient compte du délai de paiement et pour cela, la pénalité est aussi liquidée si vous ne payez pas à temps. Non, en fait, ce que je veux savoir, est-ce que quand je suis en retard, le 31 mars, je n'ai pas payé. On passe déjà au 1er avril, au 2 avril, et là, je veux payer à partir de ce moment-là. Comment ça se passe? C'est toujours via l'application mobile ou bien vers l'USSD. Et donc là, le contribuable? Le contribuable, non, j'allais dire les frais supplémentaires, okay. La pénalité, voilà le mot que je cherche. La pénalité se paie comment? La pénalité est calculée sur le droit simple et c'est le total que tu payes via l'application. D'accord. Très bien. Et dites-nous, si je suis béninois et que je suis à Gogounou, dans le nord Bénin, et que je ne dispose pas d'un portable et que je n'ai pas l'Internet à ma portée, est-ce que je peux me porter, si vous permettez la répétition, vers un guichet des impôts? Cette année, nous voulons quand même uniformiser les choses pour que l'information du paiement ne soit pas dispersée. Nous voulons centraliser les informations. Du coup, on a demandé à ce que les paiements de la TVM s'effectuent tout au moins au niveau des guichets informatisés. Okay. Donc, si tu es à Gogounou, oui. Soit tu payes par ton téléphone, oui. Ou bien tu te déplaces vers un guichet informatisé. Très bien. Est-ce que tous les guichets de la DGI normalisés sont connus des contribuables? Ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Parce qu'il y a des zones qui ont des difficultés pour avoir Internet. Oui. Un guichet automatique dans ces zones-là, ce n'est pas évident. Est-ce que vous nous confirmez? Oui, la confirmation, celle-là, c'est sûr. On peut avoir une idée de ces centres, de ces guichets informatisés Les guichets sont réunis dans les métropoles. Dans les villes phares. Oui, mais déjà au niveau de Cotonou, tous les guichets sont informatisés. Oui. Alors au niveau de chaque département, au moins au niveau comment on appelle, des communes, au niveau communal et autres, là il y a des guichets. Là où les gens utilisent le logiciel RFU, oui. Voilà, des configurations ont été faites sur ce logiciel-là pour que dès qu'il y a paiement, l'information soit centralisée. Avez-vous un mot à l'endroit de tous les contribuables béninois? Ce que j'ai à leur dire, d'abord, je les remercie parce que déjà payer sa taxe, c'est pas chose facile. Et c'est pour pouvoir aussi les aider à avoir la vie facile pour pouvoir s'acquitter de cette obligation, oui. Que nous avons mis l'outil à leur disposition. Oui. Et je les rassure qu'ils n'ont pas de souci à se faire par rapport à la preuve de paiement. Les structures qui seront chargées de faire le contrôle, nous avons déjà entamé des travaux avec ces structures-là. Des applications de contrôle seront mises à leur disposition pour que le contrôle soit fait numériquement.
Merci à vous. Est-ce que vous permettez, que depuis que ça a été lancé, depuis janvier dernier, ça a été lancé, vous avez remarqué une affluence déjà dans le paiement digitalisé? Est-ce qu'au niveau des guichets, les gens continuent de venir ou bien il n'y a plus personne du tout? Non, bon, il y a des gens qui sont encore réfractaires. C'est le changement. C'est le changement. Je pense qu'à petit coup, ça ira. Oui. Mais l'ambition de la DGI, c'est je ne vais pas dire imposer, c'est de pousser les contribuables à aller vers le paiement, le télépaiement de la TVM. Donc, il y a quelques contribuables qui continuent d'aller vers les guichets. Oui. Bon, ce n'est pas grave, mais avec le temps, eux-mêmes, ils verront que passer par l'application mobile ou bien l'USSD, c'est plus facile. Est-ce que vous sensibilisez la sensibilisation. Est-ce que les contribuables sont informés? Oui, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai remercié. C'est l'occasion que vous nous offrez, donc déjà pour la sensibilisation. Ils sont informés. Il y a nos partenaires habituels, voilà, qui jouent aussi ce rôle de sensibilisation. Nous les remercions au passage. Merci à vous, Aurès Akakpo. Merci pour vos éclairages. Chers téléspectateurs, le Bénin se dote d'une plateforme mobile de paiement de la TVM. On se rassure là-dessus. Et ça s'appelle désormais la rapidité, la traçabilité et l'efficacité dans la mobilisation de la recette publique de l'économie nationale. Merci à vous Patrick Diabodjou, merci à vous Aurès Akakpo. Je rappelle que vous êtes le chef service développement et base de données à la Direction générale des impôts. Merci pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Et c'est tout pour Week Éco de ce dimanche 16 février 2020. Merci à toutes et à tous pour votre attention soutenue. Retrouvez votre émission en rediffusion demain lundi à 11h, mais également en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTB. En attendant, bye bye et ciao.